Contravention, projet Perfit mis en question. Immobilier, un marché qui flambe à Paris et en province. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, avant toute chose, la Martinique, après le passage du cyclone David. Nous avons bouleversé le début de ce journal parce que nous venons de recevoir, il y a quelques secondes, des images, vous le verrez, assez impressionnantes. Au fond, si on fait le bilan, plus de peur que de mal, puisque le cyclone, en toute dernière minute, a fini par dévier sa route et a touché la Martinique, mais il n'a causé que des dégâts matériels, il n'y a pas de morts, il y a une trentaine de blessés. Les dégâts sont quand même très importants, surtout pour les plantations et pour les installations touristiques. Alors, je vous laisse voir maintenant, avec un commentaire de Laurent Broumed, les dégâts tels que nous les montrent ces images qui arrivent donc à l'instant de la Martinique. Fort heureusement, David a dévié au dernier moment vers le nord. Son œil n'a pas atteint les côtes des îles françaises. Le cyclone n'a fait qu'effleurer la Martinique et la Guadeloupe. On peut se demander ce qu'il se serait passé sans cela, car le bilan, et ces images le prouvent, est déjà très lourd. Une douzaine de blessés en Guadeloupe, une quinzaine en Martinique. C'est vrai, le pire a donc été évité grâce, entre autres, à l'annonce de l'arrivée de l'ouragan plusieurs jours à l'avance. Mais les vents, de 120 à 170 km à l'heure, et les pluies torrentielles, ont arraché les toits, inondé les maisons, détruit la moitié du réseau électrique, coupé pratiquement toutes les routes. Quant aux plantations de bananes de la Guadeloupe et du nord de la Martinique, il n'en reste que des troncs touchés par le vent. Le bilan sera plus lourd encore à Porto Rico, où le cyclone a abordé la côte sud-est. En fait, David s'est comporté dans ce chapelet d'îles comme une boule lancée dans un jeu de quilles. Ses mouvements désordonnés ont effleuré les unes, touché plus durement les autres. Le cyclone se dirige maintenant vers les côtes américaines, sans qu'on puisse estimer pour l'instant le danger. Et encore, je vous le rappelle, le cyclone n'a-t-il fait qu'effleurer les côtes de la Martinique. Alors, jugé par les conversations de café, de trottoir et de couloir, je crois que c'est le dossier contravention qui vous passionne ce soir. Un des deux dossiers est traité hier en Conseil des ministres, le second étant de loin bien sûr le plus important, les mesures de soutien en matière économique et sociale. Je crois que nous les avons amplement détaillées hier soir. Revenons donc sur l'affaire des amendes, qui elle aussi est loin de faire l'unanimité. Il ne faut pas confondre automobilistes et chauffards, disent par exemple les automobiles clubs, qui critiquent le projet de majoration et de paiement immédiat des amendes pour excès de vitesse. Regardez ce qu'en donne l'enquête de Jean-Marc Ilouz. Si demain, au titre du nouveau projet de loi, certaines amendes, les excès de vitesse par exemple, doivent être payées sur le champ, il faudra bien que les agents de la force publique se chargent de la perception de ces amendes. Une responsabilité qui n'est pas souhaitée par le principal syndicat de policiers en tenue. C'est un projet de loi très maladroit. Et d'entrée, je puis vous dire que la Fédération autonome des syndicats de police y est hostile et qu'elle souhaite vivement que les parlementaires le repoussent lorsqu'il viendra en discussion devant les assemblées. Nous estimons en effet que la police a actuellement déjà suffisamment de tâches à remplir sans que l'on déguise les policiers et les gendarmes en percepteurs, l'un caché au coin du bois, l'autre caché au coin de la rue pour rançonner les automobilistes qui sont à notre avis déjà de bonnes vaches à lait. D'autre part, nous craignons qu'il y ait une sorte d'incompréhension entre automobilistes et policiers et qu'au travers de cela, on arrive à embarrasser les tribunaux avec des problèmes d'outrage à agents de la force publique. Par ailleurs, nous pensons que le gouvernement recherche dans cette opération à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État plutôt que de s'inquiéter véritablement des accidents de la circulation routière et vraisemblablement il serait préférable qu'on améliore le réseau routier plutôt que d'en arriver à de telles extrémités. Deuxième problème soulevé par le projet de loi du ministère de la Justice, la menace d'une amende double ou triple en cas de paiement différé ne risque-t-elle pas d'aboutir en pratique à totalement dissuader l'automobiliste de faire appel aux tribunaux et donc de supprimer toute véritable possibilité de recours? Le conducteur pris en excès de vitesse est incité par tout l'ensemble du projet de loi à payer son amende plutôt qu'à s'adresser aux tribunaux.
Enfin, je me permets de souligner par un exemple les conséquences que pourront avoir ce projet de loi. C'est une personne qui, en fin de mois, alors qu'elle n'a plus d'argent sur son compte en banque, est arrêtée pour excès de vitesse. Eh bien, elle ne pourra pas verser immédiatement, elle n'a pas de disponibilité sur elle, le montant de l'amende, et elle sera donc obligée au moins de payer le double de l'amende ultérieurement, à moins d'effectuer une contestation, auquel cas elle pourrait être condamnée à en payer le triple. D'autres mesures envisagées par les auteurs du projet de loi pourraient rendre responsable le propriétaire, à défaut du conducteur, d'un véhicule en infraction. De plus, les conditions du retrait du permis de conduire pourraient être réformées. En l'absence de texte officiel précis, déjà certaines associations d'usagers se montrent réticentes. Le Touring Club de France est d'augmenter la sécurité des automobilistes. Cependant, dans le projet tel qu'il est annoncé, il nous paraît inacceptable de faire payer une amende doublée à l'automobiliste qui n'aura pas eu la sage précaution d'avoir sur lui son chéquier, d'avoir sur lui sa carte de crédit ou 500 francs. D'ailleurs, est-ce vraiment une sage précaution? D'autre part, en tant que représentant et défenseur des automobilistes, le Touring Club de France peut craindre, en cas de paiement immédiat de l'amende, que les droits de la défense, finalement, la défense de l'automobiliste, la défense de l'usager, ne soient pas véritablement respectés. Et c'est très dangereux. Enfin, en cas de suspension ou de retrait de permis de conduire, l'automobiliste était jusqu'ici défendu par des représentants d'associations telles que la nôtre, au sein des commissions de suspension de permis de conduire. Le rôle de ces commissions va-t-il être amoindri? Je crois qu'on peut se poser la question. Oui, encore une fois, je vous le rappelle, il ne s'agit que d'un projet de loi qui doit donc passer devant les députés et les sénateurs. Les uns et les autres sont en général assez sourcilleux en matière de liberté individuelle et l'affaire n'est donc pas entendue. Alain Peyrefitte, le garde des Sceaux, l'auteur du projet, a voulu pour Paul Lefebvre répondre aux reproches qui lui sont déjà formulés. Et d'abord cette question toute simple, pourquoi n'arrive-t-on pas mieux à essayer de recouvrer les amendes? Le recouvrement des amendes se fait mal. Peut-être parce que les Français n'ont pas l'esprit très civique, mais aussi et sans doute surtout parce que jusqu'à maintenant le système de recouvrement des amendes était compliqué. C'est pourquoi nous avons imaginé des méthodes nouvelles qui sont des méthodes rapides. Le nouveau texte dit toute intervention sera interdite. Il y en avait beaucoup d'interventions. En somme, faire sauter les contraventions, c'est une expression. C'est vrai. Étant donné que le processus administratif était très long et très lent, il y avait des interventions visant à faire sauter, comme on dit, les interventions, les contraventions. Eh bien, ces interventions ne seront plus désormais permises. On n'en tiendra pas compte. Donc, n'importe quel agent de la force publique peut devenir un percepteur. Oui. C'est pas grave. Eh bien, c'est pas... Ça se fait dans beaucoup de pays. Pourquoi ça ne se ferait pas en France? On voit mal un agent de police ou même un gendarme se promener avec une carte, un appareil d'enregistrement de carte de crédit. Eh bien, on le voit mal en France parce que ça ne s'est jamais fait. Mais pourquoi ça ne se ferait pas? Ça se fait dans beaucoup de pays, ça se fait très régulièrement en Angleterre, aux États-Unis, en Suède, où les cartes de crédit sont, il faut le dire, beaucoup plus développées qu'en France. Mais pourquoi ça ne serait pas possible? Alors, le composteur de cartes de crédit est un tout petit appareil que l'agent verbalisateur peut avoir avec soi. Et de toute façon, on admettra toutes sortes de moyens de paiement, que ce soit les espèces ou les chèques, ce qu'on voudra. Mais tout le monde n'a pas dans son portefeuille de l'argent liquide ou une carte de crédit ou même à la limite un carnet de chèques. En somme, si on ne peut pas payer tout de suite, on sera pénalisé doublement en quelque sorte. Si on ne peut pas payer tout de suite, on a avantage à ne pas faire d'excès de vitesse. L'un des éléments moteurs de votre projet, c'est finalement la fiabilité des cinémomètres, des appareils qui contrôlent la vitesse. Or, cette fiabilité a été, depuis quelque temps, par les tribunaux, mise un peu en doute. Écoutez, les cinémomètres sont considérés généralement comme ayant une fiabilité à 5 km à l'heure près. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les instructions qui seront données aux forces de police permettront une certaine tolérance. Mais en réalité, cette loi n'est pas faite contre les 20 millions de Français qui conduisent leur voiture. La plupart des Français conduisent bien leur voiture. Malheureusement, il y a des chauffards. Ce n'est pas une loi contre les Français qui conduisent normalement, c'est une loi contre les chauffards qui sont une infime minorité. Mais cette infime minorité suffit à mettre en danger la vie des autres. Il y a chaque année
au moins 12 000 tués sur les routes. Nous sommes le champion d'Europe pour ce qui est des tués sur les routes. C'est un véritable fléau national. Il faut lutter contre ce fléau. Et lutter contre ce fléau, c'est pas lutter contre 20 millions de conducteurs, c'est protéger 20 millions de conducteurs et lutter contre quelques milliers de chauffards. N'empêche que, pour ce qui concerne la responsabilité du propriétaire de la voiture, dans votre projet, le propriétaire est non seulement responsable de sa propre conduite, mais je dirais de la conduite de ceux à qui il prête sa voiture. Ça n'est pas un petit peu en contradiction avec le principe qui dit on punit sur la faute qu'on a commise personnellement? Celui qui prête sa voiture est responsable des agissements de celui auquel il la prête. Alors, s'il peut prouver qu'il ne l'a pas prêtée, qu'elle lui a été volée, qu'elle lui a été empruntée contre son gré, le juge ne manquera pas de considérer que c'est une circonstance atténuante, même un cas de force majeure, et que dans ce cas-là, le propriétaire n'a pas à payer sa contravention. Mais s'il ne peut pas fournir cette preuve, il est responsable. Bon, au-delà des déclarations, des intentions des uns et des autres, nous avons voulu savoir nous-mêmes pourquoi les amendes étaient si peu payées en France. Et pour cela, Louis Dusset a suivi, à sa manière, le trajet, vous allez voir, d'une contredanse. Messieurs les automobilistes, messieurs les contrevenants plus exactement, si vous voulez savoir exactement par où passent vos contraventions, eh bien c'est ici, dans cet ordinateur de la préfecture de police. C'est un ordinateur comme les autres, vous voyez, ça n'est pas très spectaculaire, mais monsieur Lelevec, quel est le cheminement exact d'une contravention? À partir de la contractuelle qui met le petit volet sur le pare-brise. Contractuelle ou agent de police? Ou agent de police, enfin la personne qui s'occupe de ce problème. On a deux volets. On a un volet qui s'appelle la carte lettre, qui est déposée sur le pare-brise du contrevenant, et la carte maîtresse qui est conservée par le verbalisateur. Alors parlons de celle-là. Alors celle-ci est regroupée dans les différents organismes de police, via les commissariats, vers un organisme centralisateur, et finalement est envoyée au CGT. Le CGT étant l'organisme de traitement ici. C'est-à-dire à cet endroit où il y a l'ordinateur. Nous sommes, là, vers le centre de calcul, disons, pour traitement. L'ensemble des cartes lettres, des cartes maîtresses, pardon, qui ont été ainsi regroupées, sont transcrites sur une bande magnétique pour permettre le traitement dans la machine. On regroupe également les cartes lettres que les contravenants qui ont voulu payer par timbre leur contravention ont envoyées à la préfecture de police. C'est également transcrit sur une bande magnétique. Et le traitement des contraventions consiste schématiquement à rassembler les deux bandes magnétiques. Vous les superposez en quelque sorte. Pour les superposer en quelque sorte et en déduire les gens qui n'ont pas payé. Alors, avec cela, qu'est-ce qui se passe? Alors, avec cela, on a donc leur numéro de véhicule et la marque de leur véhicule. À partir du numéro de véhicule, du numéro d'immatriculation, on fait une interrogation du fichier des cartes grises qui nous donne... Qui se trouve aussi dans votre ordinateur. Qui se trouve aussi dans l'ordinateur. Eh bien, vous raccourcissez le circuit comme ça. Oui, c'est ça. On interroge le fichier qui nous donne donc le nom du propriétaire et l'adresse du propriétaire. On édite alors la liste des gens qui n'ont pas payé sous forme d'une liste d'amendes pénales fixes qu'on envoie au Trésor pour recouvrement. Là, les finances font intervenir le ministère des PTT par l'intermédiaire du facteur. Oui. Et ensuite, s'il ne paie pas? S'il ne peut pas, il y a les poursuites classiques. Alors là, c'est le ministère de la Justice qui intervient. Je pense, oui, que c'est eux qui interviennent. Et encore le facteur. On peut se demander si la facture que le client a réglée rapporte vraiment quelque chose à l'État dans ces conditions. Oh, je pense que oui, quand même. 10% seulement des amendes payées spontanément. Après relance, un tiers recouvré. Mais où donc passent les impayés? C'est un mystère qui incite certains automobilistes à tenter leur chance. Cela devrait, paraît-il, être tout à fait impossible maintenant. On affirme d'ailleurs qu'il ne faut plus compter sur la moindre décomplaisance pour faire sauter une contravention, ce qui, entre parenthèses, est reconnaître implicitement qu'il y avait des complaisances. Eh bien, pour couronner cet édifice, le ministre de la Justice a décidé que la ceinture se porterait cette année, même en ville. Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la ceinture a une fâcheuse tendance à passer juste à hauteur du portefeuille. Ce qui confirmerait peut-être ce que j'ai pu lire ce matin dans un journal, textuellement, si cela continue comme ça, à prendre les automobilistes pour des vaches à lait, on finira par tuer la poule aux œufs d'or.
Voilà, sauf si on porte son portefeuille à droite. Et puis pour évoquer un sujet proche, sachez que 2 Français sur 3 sont favorables à des mesures draconiennes en matière d'économie d'énergie. C'est ce que révèle un sondage Sofres publié par l'hebdomadaire Le Pèlerin. Les retombées maintenant du 2e train de mesures adopté hier par le gouvernement, celle qui vise à soutenir l'économie et à aider familles et personnes âgées. Des mesures qui ne répondent ni aux attentes ni à la situation des Français, a dit tout à l'heure le Parti Socialiste, en réponse aux propos en forme de plaidoyer de Raymond Barre hier soir à la télévision. Raymond Barre qui estimait qu'il y a 3 ans, l'économie française allait à la dérive et qu'aujourd'hui, elle peut faire face car elle a des atouts. Cela dit, les syndicats veulent maintenant en savoir plus sur les intentions du Premier ministre. L'invitation qu'il leur a lancée n'a pas été trop mal accueillie, mais on reste souvent attentiste chez les syndicats. D'ores et déjà, la FEN et les PME ont dit oui à Raymond Barre. Voilà donc pour un traitement, disons, classique de l'information. Cela dit, ce soir, la rédaction d'Antenne 2 a voulu s'attaquer à un dossier qui lui paraît choquant, la flambée des prix dans l'immobilier. On connaissait le phénomène engendré par la libération des loyers. S'y greffe maintenant la hausse record du prix à l'achat d'un appartement pour vous et pour moi. Alors aussitôt, nos reporters ont voulu enquêter à chaud. Alors voici d'abord un exemple, tourné ce matin par Jean-Jacques Dufour en région parisienne. Nous sommes ici sur un chantier dans le 18e arrondissement. Les prix des appartements situés dans cet immeuble, là, environ 7 000 à 8 000 francs le mètre carré. Dans des quartiers plus chics, comme le 7e ou le 8e arrondissement, le prix du mètre carré atteint parfois 25 000 francs. C'est beaucoup, c'est énorme. En clair, ça signifie que pour le prix d'une R5, vous avez à peine des toilettes. Mais sachez que cette année, le prix moyen du mètre carré est d'environ 8 700 francs contre 7 800 francs l'année dernière. Ça implique une augmentation énorme, plus d'1,3% par mois. Ça n'a pas empêché pourtant le marché de l'immobilier de se comporter de façon exceptionnelle pendant le mois d'août. D'un côté, les Français économisent pendant leurs vacances, de l'autre, ils se ruent sur des appartements assez chers. Comment expliquez-vous cet engouement ? Vous avez 2 causes essentielles à l'heure actuelle dans le domaine immobilier. La première et qui est primordiale, c'est le manque d'ouverture de chantier. Nous nous trouvons à l'heure actuelle avec un stock maximum de 6 à 7 mois pour Paris. Et la deuxième cause, c'est l'inflation. Je pense que les Français qui devaient acheter un appartement aux alentours de 1980 préfèrent l'acheter aujourd'hui, sachant qu'en 80, ils ne trouveront pas un prix moyen au mètre carré dans Paris à moins de 10 000 francs. Et c'est là la cause essentielle de l'engouement pour l'immobilier à l'heure actuelle dans Paris. Oui, dans notre souci de nous intéresser beaucoup à ce qui se passe en province, nous avons aussi complété cette enquête par un point similaire effectué par Philippe Sassier à Bordeaux. Et vous allez voir d'abord à Lyon. Nous regardons donc. Monsieur Caro, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que les Lyonnais ont acheté plus d'appartements cette année que les autres années? Eh bien, la bonne tendance que nous avions remarquée au premier trimestre de cette année, c'est largement confirmée au cours du 2e trimestre et au cours des mois de juillet et d'août. Si bien qu'on peut dire, s'il n'y a pas eu un boom extraordinaire, il y a eu quand même une activité immobilière extrêmement soutenue pendant l'été. Et c'est vrai dans toute la région Rhône-Alpes? C'est vrai, semble-t-il, à peu près dans toute la région Rhône-Alpes. Si nous avons bien vendu, nous sommes un peu moins optimistes pour l'avenir. Quand on compare les chiffres suivants, c'est que au cours du 2e trimestre 79, il y a eu dans la région de Lyon 130 mises en chantier, alors qu'il s'est vendu 800 logements environ. Je pense que la comparaison entre les 2 chiffres est très instructive. Ce qui prouve qu'on ne trouve pas de terrain dans le centre des villes, bien qu'il y ait une forte demande. Cela est dû à plusieurs raisons, notamment, par exemple, à des raisons administratives, tenant au plafond légal de densité, par exemple. Monsieur Caro, merci. Nous allons maintenant aller à Bordeaux. Nous allons rencontrer Monsieur Subercaz. Alors, première question, est-ce qu'il se passe dans la région de Bordeaux le même phénomène? Est-ce que les Bordelais reviennent vers le centre de la ville? Bien, tout d'abord, je crois qu'il faut faire, en ce qui concerne Bordeaux, une première constatation. Bordeaux, sur le plan du marché immobilier, est un marché calme, sans à-coups, où rien ne va très bien et où rien ne va non plus très mal. Alors, je crois qu'en ce qui concerne la tendance du 2e trimestre 1979, il y a eu effectivement une légère augmentation en volume global des ventes, et je pense que nous en aurons une certitude à la fin et à l'examen des comptes
du deuxième semestre. Mais à l'heure actuelle, on peut dire que, surtout en Aquitaine, ce qui a motivé les mois de juillet et août sur les ventes de l'immobilier se sont surtout passés sur les côtes atlantiques et donc dans la résidence de loisirs. Bien, Philippe Sassier, ça c'est l'enquête, maintenant les conclusions. Alors pourquoi ça grimpe si vite, si fort dans l'immobilier? Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 1974, juste après le choc pétrolier. Il y a eu une ruée vers l'immobilier, une ruée vers la pierre, parce que les Français font confiance à la pierre pour se protéger de l'inflation. Or aujourd'hui, si l'immobilier monte, c'est que on achète beaucoup et cette augmentation des prix de l'immobilier est plus rapide que l'augmentation du coût de la vie de façon générale. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un retour, et ça je crois que c'est très important comme phénomène à noter, vers le centre des villes. Les budgets sont plus serrés, hausse du coût du transport, hausse du coût de l'essence, et aujourd'hui, on abandonne parfois un petit peu sa résidence, sa maison individuelle, pour un appartement au centre des villes. Troisièmement, il y a une augmentation assez forte et qui va probablement se poursuivre, du coût d'un crédit, du coût d'un emprunt. Pourquoi? Parce que plusieurs pays, dont la France, sont obligés de pratiquer une politique d'argent cher afin de défendre leur monnaie et de mieux rémunérer les capitaux. Or, cette politique d'argent cher conduit à faire monter le coût du crédit et beaucoup de gens, semble-t-il, essaient d'anticiper les futures hausses. Bon, les Français se réfugient dans la pierre, mais aussi dans l'or. Oui, vous savez que les Français détiennent 4600 tonnes d'or, autant que plus que tous les Européens réunis. Et aujourd'hui, effectivement, on continue, pour à peu près les mêmes raisons d'ailleurs que l'immobilier, à chercher un refuge contre l'inflation, contre les inquiétudes du moment, en achetant des Napoléons et des lingots. Alors tout cela fait que les Français thésaurisent et ils ont tendance à un peu moins épargner, apparemment. Alors, il y a eu là un phénomène qui est assez intéressant à noter. Pendant les 6 premiers mois de l'année, les dépôts dans les caisses d'épargne ont été très forts, 25% de plus que l'an passé à la même époque, et puis semble-t-il, il y a eu un coup de frein très net en juillet et en août. Il est donc très intéressant, il sera très intéressant de savoir quel sera le comportement des Français s'ils continueront à thésauriser, ce qui pénalise l'industrie, n'est-ce pas? Il sera donc très intéressant de savoir ce que vont faire les Français pendant les 3 mois qui viennent. Voilà donc ce soir ce que nous pouvions dire sur cette flambée finalement assez peu justifiée des prix dans l'immobilier. Un mot encore sur les problèmes français, avec d'abord cette déclaration de Christian Belac aujourd'hui à Saint-Paul-de-Léon et qui permet aux établissements scolaires du second cycle de pouvoir poursuivre les expériences de journée continue. Les expulsions dans les foyers de la Sonacotra, foyers de travailleurs immigrés, eh bien à Strasbourg comme en région parisienne, souvent des incidents et des protestations, mais quand même un accord a bondi dans la Seine-Saint-Denis entre les résidents et la direction du foyer. Et puis ce commentaire de Laurent Fabius à la suite du oui des communistes à une rencontre avec le PS. C'est un élément très important pour débloquer le climat politique en France, a dit le porte-parole socialiste ce matin sur Europe. Les affaires du monde maintenant, avec tout d'abord bien sûr l'évolution de la situation en Irlande. Déjà 2 arrestations, 3 jours après l'assassinat de Lord Mountbatten, 2 suspects arrêtés qui ont été inculpés cet après-midi. Et puis un contre-coup cette fois en Irlande. En Irlande, la presse et d'une manière générale l'opinion irlandaise, c'est-à-dire l'opinion de Dublin, ont reproché au Premier ministre Jack Lynch sa passivité dans cette affaire. Vous savez par exemple que M. Lynch n'avait pas interrompu tout de suite ses vacances au Portugal. Jack Lynch a accepté tout à l'heure de rencontrer Mme Thatcher dans les jours qui viennent. C'est ici, au tribunal de Dublin, la capitale d'Irlande du Sud, que 2 jeunes Irlandais de 25 ans ont été inculpés moins de 3 jours après l'attentat contre Lord Mountbatten. Ils avaient été arrêtés 1 heure avant l'explosion du bateau. Ils circulaient à bord d'une voiture volée et transportaient des explosifs. Ainsi prend fin la polémique engagée par la presse britannique qui accusait l'Irlande du Sud de laisser agir l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, sur son territoire. Et pour bien montrer que l'Irlande du Sud participait au deuil des Britanniques, le président de la République, M. Hillary, a assisté à la cérémonie de rapatriement des corps des victimes de l'attentat. 3 cercueils ont été montés dans un avion pour Londres, celui de Mountbatten, dont les funérailles auront lieu mercredi prochain, de sa belle-mère et de son petit-fils. Pendant ce temps, l'Irlande du Nord vit dans la crainte des représailles. La tension monte entre armées britanniques, catholiques et protestants. Pour les catholiques, comme ici, dans ce bastion républicain de Falls Road, c'est le début d'une nouvelle offensive de l'IRA. Depuis avril dernier, les commandos de l'IRA se sont réorganisés, se sont restructurés et surtout se sont dotés d'un armement nouveau, beaucoup plus sophistiqué. Quant à l'armée britannique, elle n'avait jamais subi, en une seule attaque, de pareilles pertes.
Elle sait que ses adversaires ont gagné en puissance de feu et en soutien populaire. Elle sait aussi qu'à moins d'instaurer la loi martiale et de tirer littéralement sur tout ce qui paraît suspect, elle ne peut pas vaincre militairement l'IRA. Les protestants, enfin, sont en train de se réarmer. Car, disent-ils, si les militaires ont les mains liées par les politiciens, nous saurons comment éliminer physiquement les terroristes. La guerre dure depuis 10 ans déjà, m'a dit une vieille habitante de Falls Road, et il se pourrait que le pire soit à venir. Pays basque espagnol, encore un attentat, il a coûté la vie à un policier, c'est la 100e victime du terrorisme depuis le début de l'année. Iran, un couple exécuté aujourd'hui au nord de Téhéran, il était accusé d'adultère. Et puis le dernier jour, la fin de la visite de Georges Marchais en Algérie, le président Chadli, vous le voyez, a reçu le numéro 1 communiste tout à l'heure à Alger. Georges Marchais qui demande maintenant au gouvernement français de reconnaître le Polisario. Voici maintenant la suite de notre Tour de France de la saison touristique. Ce soir, nous allons aller en Bretagne, une région magnifique qui malheureusement, bien que sans marée noire, n'a pas encore attiré beaucoup de touristes cette année. Regardez l'exemple choisi par Dominique Torres et Michel Alikoff, Roscoff, l'une des cités les plus touchées l'an dernier et qui pourtant avait fait beaucoup d'efforts pour cette saison. Ce petit port désuet, qui aurait selon les historiens quelques 6 millions d'années, accueille aujourd'hui des bateaux de plaisance, des curistes et des touristes tout azimuts. Cité tranquille aux 4000 habitants, la population de Roscoff est 4 fois plus nombreuse l'été et on y parle autant l'anglais et l'allemand que le français. Pourtant, il y a 2 ans, souvenez-vous, c'était la désolation avec la Moco Cadiz et ses vagues noires, où tout s'enlisait et mourait. Qui aurait pensé alors que Roscoff et ses voisins du littoral breton pourraient si vite oublier ? La marée noire n'a pas laissé grand trace dans la région actuellement, on peut le dire. Il y a toutefois un point alarmant pour nous, responsables du tourisme, c'est que la désaffection des Allemands, de la clientèle allemande. Or, la clientèle allemande est très intéressante à 2 points de vue. Tout d'abord, vous savez fort bien que c'est une clientèle qui dépense beaucoup, étant donné la valeur du marque. Et d'autre part, c'est une clientèle fidèle. Il y a 2 raisons majeures, je pense, à cette désaffection. C'est d'une part que la presse allemande, sans vouloir faire le procès de personne, mais la presse allemande annonce que la Bretagne est toujours dans le mazout. Et les tours opérateurs, quant à eux, ont éliminé notre région de leur circuit touristique pour quelques années. Partout en Bretagne, on vit du tourisme et partout cette année, on s'en plaint. L'opération Juin en Bretagne a été un échec, malgré 40% de réduction à la SNCF. En juillet, les touristes étrangers ont afflué de Dinard à Rennes en passant par Roscoff, tandis que les touristes français persistaient à bouder la Bretagne. En août, la foule est dense, certes, mais paraît-il bien trop économe. J'ai consulté quelques commerces locaux. Le chiffre d'affaires a baissé de 10% de juillet 79 à juillet 78, qui pourtant était une mauvaise année, et pour les raisons que vous savez. Et par contre, depuis le début du mois d'août, on sent une légère augmentation de 5 à 10%. Les gens viennent, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient de l'argent à dépenser, ou du moins pas pour le loisir. Ils ont restreint le budget du loisir. C'est toujours rempli, mais toujours les petits menus, les boissons très peu, beaucoup de carafes d'eau. Cette année en Bretagne, on n'a pas le cœur à jouer les émirs, même le temps des vacances. Les congés payés se payent cher et les touristes ne font que passer à la recherche d'un soleil plus clément. Alors chaque région se cherche un tourisme fidèle, un tourisme de béton. À Roscoff, on mise désormais à fond sur les curistes. Sur ces vieilles dames en dentelle qui reviennent, bon gré, mal gré, chaque année, sous les parasols. À Tarbes, Édouard Lahore libre. Après 48 heures de garde à vue, il a quitté aujourd'hui sans inculpation les locaux de la gendarmerie. Aux États-Unis, la centrale nucléaire de 3 Mile Island fait à nouveau parler d'elle. Hier, 6 ouvriers de cette centrale ont été irradiés alors qu'ils réparaient une soupape dans l'unité de traitement d'eau et combustible. Passons maintenant à la météo avec vous, Laurent Broumède. Alors, ça a l'air de se gâter un petit peu après un temps très beau. Non, mais le temps va rester globalement beau pendant tout le week-end grâce à l'anticyclone qui, au-dessus de l'Europe, nous amène de l'air venant du sud-ouest, de l'air chaud, mais de l'air également
humide, c'est vrai, c'est pourquoi il y aura une tendance orageuse. La carte pour demain, eh bien, du soleil à peu près partout avec des éclaircies dominantes, mais sur l'est, c'est vrai, des passages nuageux plus nombreux avec quelques averses éparses à caractère orageux. Sur l'ouest, au contraire, c'est le soleil qui devrait dominer avec simplement quelques passages nuageux. Samedi, eh bien, le même temps continue. Je vais tout de même déplacer le symbole des orages encore plus vers l'est. Il y en aura également dans le nord-est, car ailleurs, il devrait faire beau toujours, avec simplement quelques brouillards et brumes le matin, et des nuages bas, un peu plus nombreux, près des côtes de la Manche. Somme toute, le week-end s'annonce bien. Bien, voici maintenant les résultats du tiercé qui se disputait aujourd'hui à Vincennes dans le prix de Vendée. Fête assez exceptionnelle, il y a eu une arrivée ex aequo pour la seconde place, ce qui nous donne donc deux combinaisons gagnantes, le 9, l'As et le 14, et puis vous le voyez, le 9, le 14 et l'As. Cette combinaison rapporte dans l'ordre 8181 francs 50 et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 2157 francs 50. Sport, tennis, dans l'Open des États-Unis qui se dispute à Flushing Meadows, le premier tour a vu les défaites surprises de l'Italien Panatta et du Mexicain Ramirez, tous deux têtes de série. Quant à Björn Borg, que vous voyez ici, il n'a eu aucun problème face à l'Américain Mitchell, qu'il a battu en 3-7, 6-1, 6-1, 6-2. L'enjeu est important pour le champion suédois quand on sait qu'il n'a jamais gagné les internationaux des États-Unis. D'ailleurs, c'est le seul tournoi d'importance que Borg n'a pas encore remporté. Et de plus, s'il gagne cette année, ce sera pour lui le Grand Chelem. Voilà, je vous fixe maintenant les rendez-vous avec l'information. Tout d'abord, vers 23h30, Bernard Pradino pour le dernier journal. Et puis demain, à 12h45, Daniel Bilalian pour Antenne 2 midi. Ce journal est terminé. Bonsoir à tous, à demain.